les excuses qui sont présentées de Pascal Dabretot. C'est Emmanuel Dupuis qui nous a apporté son pouvoir. Et puis Samy qui nous avait alerté aussi. C'est Marielle qui a son pouvoir. Voilà. On va nommer, s'il le veut bien, Cyril comme secrétaire de séance. Et je vais demander, je vais faire l'appel. Donc je suis ici, évidemment. Madame Marielle Etienne est ici. Jean-François Girard. Présent. Patrick Collin, il arrive. Nicolas Boisseau. Présent. Sandrine Lès. Présente. Merci. Donc voilà les outils de distance. Donc alors je tiens à signaler pour tout le monde que tout ça est validé et réglementaire. C'est-à-dire qu'on a investi dans un système de visioconf qui nous permet justement de travailler à distance compte tenu des prescriptions sanitaires et puis des conditions sanitaires. On ne veut pas que ça vienne perturber la continuité de nos travaux. Et donc, on s'est adapté en imaginant que de toute façon, ça nous servirait bien, pour bien d'autres choses. Aussi pour pouvoir mettre en ligne à un moment donné les conseils municipaux. Permettre aussi plus de participation de nos citoyens à nos travaux, on peut interagir avec la visioconférence. Donc merci Sandrine. Sandrine a le droit de vote, il faut le savoir, hein, puisque je rebondis sur ce qu'on vient de dire tout de suite. Elle est à 800 km. Elle est à 800 km, mais elle serait même à Hawaï. À Hawaï, elle pourrait aussi voter. Oui. Voilà. Parce qu'on a validé, tout à l'heure nous étions avec le centre de gestion. Le centre de gestion qui donc a validé, c'est une connexion protégée, enfin reconnue pour le vote. Voilà. C'est enregistré. Et enregistré. Voilà, pour pouvoir, le cas échéant, pouvoir revenir en arrière s'il y avait un doute. Jean-Claude Pélico, tu es là, et merci beaucoup. Marie-Pierre est là. Emmanuel Dupuis présent. Est là. Cyril est ici. Le CAM. Colette Lopez est présente. Bernard Fichy est présent. Pascal Dabretot, on en a parlé, il a donné son pouvoir comme Samuel. Et Marité est présente. Merci. Nous sommes au complet. Alors, première délibération. Oui, ça serait pas mal. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 délibérations à l'ordre du jour complémentaires. Celle-ci, alors. Je ne sais pas où elle a mis ça. C'est pas ça non plus. Bon. Je le prends ici. Donc on a l'installation de la vidéoprotection et la demande d'aide au titre du fonds interministériel de la prévention. On va vous en parler tout à l'heure. Et puis ajouter aussi la vente complémentaire d'un lot de matériel du centre nautique, puisque on a réussi à vendre notre matériel qui était en passant très usé, et on l'a très bien vendu. Voilà, on va vous en parler aussi. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on délibère sur ces 2 sujets? Quelqu'un s'abstient? Merci. On va donc pouvoir travailler. Je laisse Marielle revenir sur notre dernier conseil municipal. Donc, le compte rendu du conseil municipal du 8 décembre. Donc, il y avait l'élection du secrétaire de séance, donc Patrick Collin, qui a été désigné pour la séance. Il y avait l'approbation du procédurial de la séance qui a été lu donc par moi-même le 7 octobre. Donc, modification de l'ordre du jour. Ce jour-ci également, il y avait eu 2 délibérations qui avaient été rajoutées. Une délibération pour une décision modificative en vue de l'intégration d'études et une délibération pour la vente de matériel d'occasion. Donc, il y avait une délibération qui était relative à la nomination des membres du Conseil des sages. Donc, M. le maire avait rappelé à l'Assemblée que par décision du 24 avril 2014 a été créé un Conseil des sages auprès du Conseil municipal de la commune. Considérant le bilan du fonctionnement du Conseil des sages pendant les 6 années de la précédente mandature et considérant le projet municipal exprimant la volonté de développer la démocratie participative au cours de la mandature 2020-2026, le Conseil municipal a donc décidé d'approuver la constitution du Conseil des sages. La deuxième délibération relative à la décision modificative numéro 10 du budget de la commune. Donc, le conseil municipal a décidé d'approuver la décision modificative comme décrite donc, dans le tableau joint, 40 133 € en dépenses et en recettes. Troisième délibération, port de plaisance et des professionnels. Le conseil municipal a décidé donc, de fixer les tarifs du port de la Faute-sur-Mer, comme précisé dans le tableau en annexe,
Et ces tarifs sont applicables à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à nouvelle délibération. Quatrième délibération, le versement d'une subvention à la nouvelle association Presqu'île Rider pour l'année 2020. Donc, le conseil municipal avait décidé de fixer le montant de la subvention 2020 à 500 € pour la création de cette nouvelle association. La cinquième était le vote d'une subvention exceptionnelle pour le collège des Colibert pour l'apprentissage de la natation aux élèves de 6e. Le conseil municipal a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 42 € donc, au collège des Colibert pour le but de bénéficier les élèves de 6e à des séances d'apprentissage de la natation à la piscine de la Tranche-sur-Mer. Sixième délibération, c'est un avenant numéro 4 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF de la Vendée et la commune de la Faute-sur-Mer. Le conseil municipal a décidé donc d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF et la commune et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cet avenant. La délibération numéro 7, c'était la vente d'un lot de matériel dans le centre nautique. Donc, monsieur le maire a rappelé que le centre nautique municipal a dû recentrer ses activités sur le Charavois depuis 2019, que les activités dites de remplacement qui étaient utilisées par le centre de vacances et de loisirs n'ont plus usage aujourd'hui, qu'il a été proposé de vendre ce matériel en lot. Le conseil municipal a décidé donc de vendre ce lot de matériel pour la somme de 5 000 € et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents et les écritures comptables liées à cette délibération. La 8e délibération est relative à la délibération portant adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée. Le conseil municipal a décidé de solliciter l'adhésion de la commune au service de médecine préventive proposé par le centre de gestion, d'autoriser monsieur le maire à conclure la convention correspondante d'adhésion au service de médecine préventive, selon une annexe qui est présentée dans la délibération, et de prévoir les crédits correspondant au budget de la collectivité. La 9e délibération était relative à la régularisation de la rétrocession de l'emplacement réservé, donc 22, au profit de la commune. Monsieur le maire a informé l'Assemblée municipale que suite à des travaux anciens de réfection et d'élargissement de l'avenue Eugène Guillet, il est nécessaire de régulariser l'emprise concernée par l'élargissement de la voie. Donc, le conseil municipal a décidé d'approuver l'accord conclu en son temps avec M. Rago et consorts concernant la rétrocession de l'emprise nécessaire au profit de la commune à l'élargissement de la voie et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir, sachant que les frais d'acte notarié seront pris en charge par la commune. Délibération numéro 10, c'est un avenant numéro 1 pour les marchés de travaux et de développement au port de la Faute. Donc, capitainerie et le lot 2, maçonnerie, le lot 4, couverture étanchéité zinguerie, le lot 5, menuiserie extérieure et le lot 11, carrelage. Le conseil municipal a décidé donc d'autoriser le maire à signer les avenants numéro 1, du lot numéro 2, maçonnerie du lot numéro 4, couverture étanchéité zinguerie, le lot numéro 5, menuiserie extérieure et le lot 11, carrelage. Et de préciser que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget du port. La délibération 11 était une délibération pour un avenant numéro 3 pour les marchés de travaux de redynamisation et développement au port. Le lot 3, c'est un aménagement paysager. Donc, le conseil municipal a décidé d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 du lot 3 et de préciser que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget du port. Ensuite, la délibération numéro 12 donc, était l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du pavillon des Dunes. Monsieur le maire a fait lecture des résultats de l'analyse des offres en vue de l'attribution du marché pour la rénovation du pavillon. Donc, le conseil municipal a décidé d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à la SARL d'architecture Fabien Sury, 5 rue Pasteur, à l'Aiguillon-sur-Mer, pour un montant de 47 879 € hors taxe. Et donc d'autoriser également monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de la présente délibération. Et la dernière délibération était relative à une convention d'un groupement de commandes pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une commune nouvelle.
Donc, Monsieur le maire a proposé la réalisation d'un groupement de commandes afin de bénéficier des services d'un bureau d'études pour la faisabilité et l'accompagnement des deux communes en vue de la création de cette commune nouvelle. Et donc, après avoir délibéré, le conseil municipal a décidé donc d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le maire et ou son représentant de l'application de la présente. J'ai terminé la lecture du compte rendu. Eh bien, merci Marielle. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce compte rendu? Quelqu'un s'abstient? Merci, ce compte rendu est donc adopté. Merci beaucoup Marielle. Première de nos délibérations, alors désolé, le conseil municipal est très dense ce soir avec des sujets importants. On va essayer de dérouler tout ça de façon cohérente et analytique, mais il y a quand même des moments où il faudra qu'on s'arrête sur des sujets importants. Donc la première de nos délibérations, c'est une délibération d'octroi de la garantie auprès de l'Agence France Locale pour l'année 2021. Vous savez que l'Agence France Locale est un de nos partenaires financiers, et je rappelle que la délibération de garantie doit être votée en amont de tout déblocage de fonds, ainsi il peut être préférable de la voter en début d'année pour faciliter nos échanges et surtout nos échanges avec cet établissement, et surtout de ne pas alourdir vos calendriers en fin d'année pour convoquer des conseils municipaux à répétition. De plus, cette délibération étant une délibération cadre, elle n'engage pas la collectivité, mais permet à l'exécutif de signer l'engagement de garantie dès la contractualisation d'un financement. Il est donc tout à fait possible de la voter sans certitude d'avoir recours à un emprunt auprès de l'Agence France Locale cette année. Mais comme ça, ce sera fait. Donc, le groupe Agence France Locale, je vous rappelle, a pour objet de participer au financement de ses membres, donc des collectivités locales et territoriales. Cette société et sa filiale exercent leurs activités exclusivement pour le compte des collectivités territoriales. Le groupe Agence France Locale est composé de 2 entreprises, 2 sociétés. Et conformément au statut de la société territoriale et au statut de l'Agence France Locale, et puis aussi évidemment au pacte d'actionnaires conclu entre les 2 sociétés et l'ensemble des membres, la possibilité pour un membre de bénéficier du prêt de l'Agence France Locale est conditionnée, évidemment, à l'octroi par le dit membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale, ce qu'on appelle la garantie. Pour être plus clair, pour ceux qui ont déjà fait des emprunts, pour ça, ce sera une hypothèque ou une garantie en hypothèque. Là, on ne parle pas d'hypothèque pour les collectivités locales, on parle de prise de garantie. Et donc, la commune de La Faute-sur-Mer a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 29 novembre 2019, pour ceux qui étaient là, ils doivent s'en rappeler. L'objet de la présente délibération est de, conformément aux dispositions que j'ai précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, qui sont les conditions suivantes. Le montant maximal, et c'est ce sur quoi je vais vous demander de vous positionner, le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2021 doit être égal au montant maximal des emprunts que la commune de La Faute-sur-Mer est autorisée à souscrire pendant l'année 2021, donc on ne dépassera pas ce montant-là. La durée maximale de la garantie, donc je vous ai parlé du montant, mais maintenant la durée maximale de la garantie correspond à la durée plus longue des emprunts détenus par la commune de La Faute-sur-Mer pendant l'année 21 auprès de l'agence, augmentée de 45 jours, c'est exactement ce qu'on trouve dans les plans de financement classiques. La garantie peut être appelée à chaque bénéficiaire, par chaque bénéficiaire par un représentant habilité ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la société territoriale. Et si la garantie était appelée, la commune de La Faute-sur-Mer s'engage évidemment à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé. Le nombre de garanties octroyées par le maire au titre de l'année 21 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence qu'on aura voté et qu'on votera très bientôt. Je vous demande donc de m'autoriser pendant l'année 2021 à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune de La Faute-sur-Mer et de m'autoriser à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Vous comprenez que ça ne nous engage pas, mais c'est réglementaire, administratif, et comme ça ce sera fait, on évitera de faire, si jamais on en avait besoin, des conseils municipaux à l'arrache, à la dernière minute, simplement pour une délibération, comme ça nous est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, merci. Cette délibération est donc acceptée et votée et acceptée. Deuxième délibération, eh bien, on va parler de l'autorisation spéciale de dépenses avant l'adoption du budget primitif. Je viens de vous dire que, vraisemblablement, c'est pas vraisemblablement d'ailleurs, c'est du 15 février au 15
mars, ceux qui travaillent avec moi aux finances vont devoir travailler sur le budget primitif et bien le boucle. Mais en attendant, on a déjà des dépenses inscrites qui doivent être inscrites en 21. Et conformément à l'article L1612-1 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, je vous demande l'autorisation de réaliser, avant l'adoption du budget primitif 2021, certaines dépenses d'investissement, et notamment les suivantes. Un écran d'ordinateur, on a déjà, en montant de 216,80 €, une barre de son, c'est ça qui est derrière. C'est ce qui nous permet de parler avec tout notre conseil municipal, hein, donc c'est notre système justement de visioconf. Système son, pour un montant de 1126,80 €. Les dépenses pour le groupe électrogène d'un montant de 665 €. Le cinémomètre, notre participation, vous vous rappelez, on a voté tous ensemble pour co-financer le cinémomètre, donc pour un montant de 2340 €. Et puis l'apport en capital à l'agence France locale, dont on vient de parler, pour un montant de 4300 €, le tout faisant un montant TTC de 8648 €. Donc, considérant les dépenses qui n'excèdent pas le quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice 2020, non compris les crédits affectés au remboursement de la dette, je vous demande de m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement figurant dans le tableau que je viens de vous citer et de me permettre d'engager ou ouvrir les crédits correspondants lors de l'adoption qu'on fera du budget 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous donne pas les postes auxquels ils sont inscrits, hein, si ça vous intéresse, le tableau sera à votre disposition. C'est combien le total, Laurent? Pardon? C'est combien le total? Le total, c'est 8648,62 € TTC. Donc il faudra évidemment engager pour l'adoption du budget 2021. D'accord? Donc je disais, est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Cyril? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Donc, deuxième délibération acceptée. Troisième délibération, on va parler de la vente d'un véhicule d'occasion. Et vous savez que dans le cadre du renouvellement du parc du matériel roulant aux ateliers municipaux, il a été procédé à la reprise d'un engin de chantier, un type tractopelle. Vu l'instruction budgétaire qui est faite en M14 et vu la circulaire interministérielle qu'on nomme CD 6955 du 31 décembre 1996 relative à l'inventaire des actifs, et considérant que l'ancien véhicule est remplacé doit être sorti de l'inventaire, on vous propose de sortir de l'inventaire le véhicule tractopelle Caterpillar, un Caterpillar, oui, ok, 432E à compter du 1er février 2021, de valider la vente de ce véhicule pour un montant de 20 000 € à la société M3JCB, une société qui est dans la zone industrielle de l'Actipole de Belvigny, dans le 85. C'est le groupe d'Ivoire. Pardon? C'est le groupe d'Ivoire. Voilà. D'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Il y a des questions sur ce dossier? Non. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non plus. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non plus. Merci. Donc, troisième résolution est acceptée. Je vais vous parler d'un sujet important là. Pas que les trois autres ne le soient pas, mais on va parler du renouvellement et de la mise à jour de la demande de subvention de l'État. On parle d'une subvention DETR pour la rénovation du pavillon des Dunes. Vous vous rappelez qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait absolument engager un chantier, une opération qui est assez vaste, hein, puisque le pavillon des Dunes, qui a été construit en 84, est un bâtiment municipal que vous connaissez tous, qui a des vocations que vous connaissez tous, et qui a fait l'objet, notamment pour le restaurant du casino, d'une restructuration en 2003, qui a vu sa salle des fêtes rénovée et bénéficier d'une rénovation acoustique sur l'année 2017 et 2018, que toutefois ce bâtiment n'a pas fait l'objet depuis toutes ces dates de rénovation globale, depuis sa construction, et son état général impose un vaste programme de travaux qui permettra l'amélioration énergétique, l'accessibilité, la sécurité, la qualité énergétique, la qualité du service et l'intégration architecturale du bâtiment qui fait un peu défaut actuellement. Donc, les chantiers, enfin ce qui est envisagé, c'est d'améliorer
d'appuyer très fortement sur l'amélioration énergétique en façade et en toiture, ravaler les façades et remplacer les pare-manches extérieurs, rénover l'étanchéité des toitures, mettre en conformité l'accessibilité pour la partie restaurant et casino, mise en conformité aussi de l'alarme incendie. Les membres de l'équipe avaient travaillé dessus. Hein. Je sais que Patrick et Bernard et Nicolas avaient fait attention à ces sujets-là. Mettre en conformité évidemment toute l'électricité, la plomberie des cuisines et remplacer du matériel de cuisine, remplacer du matériel aussi de sonorisation et de lumière pour les scènes et pour le festif ou animation en fait, de cette salle, et puis améliorer tout le paysager des abords en paysage. Le bâtiment, je vous rappelle, est la propriété de la Flotte-sur-Mer et elle intègre donc ce bâtiment est une question de service public sous forme de contrat de concession d'exploitation du Casino des Dunes. Et justement, si on parle du Casino des Dunes, il y a un deuxième sujet, c'est l'adéquation du projet avec le contrat de concession et la participation financière du casino, puisque cette concession est arrivée à échéance le 29 février 2020. Pour ceux qui étaient là, le contrat de concession pour l'exploitation du Casino des Dunes a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres qui était entre juin et octobre 2019, et tout cela pour une durée de concession de 15 années. Donc on est reparti pour un tour, si j'ose dire. Le cahier des charges du contrat de l'appel d'offres prévoyait une participation de l'exploitant pour des travaux d'investissement sur le bâtiment. C'était une condition sine qua non, hein, puisqu'on disait OK pour 15 ans, mais à condition que la société d'exploitation du casino participe, elle aussi, à l'amélioration architecturale et réglementaire du bâtiment. Et donc, l'entreprise Toraja a été lauréate de la consultation. Son offre prévoit une participation à hauteur de 450 000 €, ce qui n'est pas rien, pour des travaux d'investissement qui feront l'objet d'un amortissement sur la durée du contrat de concession, sur les 15 ans. Aussi, le projet présenté prévoit dans son plan de financement la participation du Casino des Dunes permettant d'élargir le programme des travaux sans impacter les autres financeurs. Et maintenant, je vais vous parler du phasage des projets, hein, puisqu'on va rentrer dans une phase d'étude très prochainement, puisque par délibération du 8 décembre 2020, lors de notre dernier conseil municipal, a été attribué le marché pour la phase d'étude à Fabien Sury, architecte, pour la maîtrise d'œuvre de cette opération. Donc, il va y avoir une phase travaux aussi à l'issue de la phase d'étude. La consultation des entreprises sera réalisée par une notification des entreprises au 3e trimestre 2021 pour un début des travaux au 4e trimestre 2021. Donc l'échéancier sera le suivant. Février 2021, diagnostic de la MOE, la maîtrise d'œuvre. Mai 2021, finalisation de l'AVP, de l'avant-projet. 3e trimestre 2021, consultation des entreprises. 4e trimestre 2021, on débute les travaux. Et 2e trimestre 2021, on finit les travaux. Pour rentrer plus... J'ai dit 21. Ouais, autant pour moi, c'est en 22, évidemment. Ça veut dire... Et merci, vous suivez tous. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'en dépense, la MOE, la maîtrise d'œuvre, 75 000 €. La mise en conformité, 9 600 €, la mise en conformité pour le gaz, la mise en conformité pour l'incendie, 18 000 €, la mise en conformité pour les sanitaires, 5 000 €, le remplacement du matériel de sonorisation et les lumières, 13 000 €, la mise en conformité d'accessibilité, 35 000 €, et l'amélioration énergétique et la rénovation des toitures et des façades du casino, 555 000 € pour un montant total de 710 600 €. Donc c'est vraiment un gros projet. Maintenant, je vous explique, ça c'est pour la partie dépenses. Pour les parties recettes, je vous explique comment il est financé. Donc une subvention de l'État, c'est de cela que je vous parle, hein, c'est de la DETR, qui a été demandée, qui a été fléchée lors de la réunion des maires en communauté de communes mardi soir dernier, enfin il y a 8 jours. Donc le sous-préfet nous a fléché sur un montant de 213 180 €, soit 30% de subvention de l'État pour la commune, pour financer évidemment ces travaux. Une participation du Casino des Dunes dans le cadre de la SADSP, vous avez parlé tout à l'heure, qui a réservé 450 000 €, mais là,
pour ces travaux, c'est 355 300 €, donc à hauteur de 50%. Donc, plus les 30% tout à l'heure, nous sommes à 80% de financement. Et la commune aurait pour sa part sur 142 120 €, soit 20% à financer. Voilà, je vous demande donc d'approuver les projets de rénovation, puisqu'il y a plusieurs projets de rénovation du pavillon des Dunes pour un montant de 710 600 € hors taxe, de me donner votre accord pour renouveler le dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR pour l'année 2021 et la mise à jour du plan de financement. Je vous explique pourquoi, puisque c'est une DETR, pour ceux qui ont connu l'ancienne période, qui avait été demandée en 2018 pour 2019, qu'on avait obtenu pour 2020, mais qui a été obligée, malheureusement, avec toute la période Covid, d'être repoussée. On avait été voir, lors de notre premier rendez-vous, où Jean-François qui m'accompagnait, on avait vu le sous-préfet, qui nous avait bien indiqué qu'il n'y avait pas le pouvoir de promettre une nouvelle subvention, mais qu'il ferait ce qu'il fallait pour accompagner, pour que l'État accompagne la Faute-sur-Mer, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, rien à dire, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? C'est combien le montant de la concession par an? Le montant de la concession par an est un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui se... Alors, en moyenne, on va dire, c'est actuellement avec les recettes de la... Donc, il y a le loyer du bâtiment lui-même. Donc, un loyer de base. Le loyer, il y a un loyer qui est de mémoire qui est de presque 2 000 € par mois. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a les droits de jeu. Donc, il rapporte à peu près 240 000 € par an. Et ensuite, il y a la participation pour les animations qui doit représenter environ de 2% du droit des jeux. Donc, des droits des jeux tout compris. La part communale des droits qui revient à la commune sont autour de 280 000 € par an. Ensuite, la part qui doit être consacrée aux animations et, on va dire, à la vie culturelle, associative et sportive de la commune doit être d'environ 60 000 € par an, plus le loyer du bâtiment. Plus une petite partie, plus 3 quelques mille euros de reprise de charges, parce qu'il y a des charges qui sont communes aux deux bâtiments qu'on peut reprendre par le concessionnaire. C'est extrêmement contributeur au budget. Oui. Plus l'obligation à l'investissement qui a été proposée sur cette concession. Compte tenu du fait que c'est un revenu récurrent extrêmement contributeur, il me paraît évident qu'il faut mettre la main à la pâte pour le structurer, parce que tout pendant que ce casino marchera et fonctionnera bien, voire mieux et beaucoup mieux, moins on aura à se poser de questions sur les équilibres financiers. Donc soutenir le casino, c'est une importance capitale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non plus. Merci pour la faute. Prochaine délibération, c'est Patrick qui va nous l'exposer. On parle non pas de surveillance, de vidéoprotection. C'est juste un préambule, Patrick. L'année dernière, l'année passée, pendant la saison passée, on a vécu un été difficile, certains élus et moi. La nuit, à partir entre 2h30 et 6h du matin, parce que c'était un peu la foire partout, puisque la Faute-sur-Mer souffre un peu de son succès. Tout le monde vient à la Faute-sur-Mer, je dis bien tout le monde. Et cet été, on n'avait jusqu'à présent jamais envisagé une population un peu plus agitée, qui nous a posé quelques soucis. Donc le sujet n'est pas de fliquer les gens, c'est pas du tout notre intention, et vraiment, ce n'est pas notre intention. Ce qu'on veut par contre, c'est pouvoir faire en sorte que quand il y a si jamais il y avait des bagarres à nouveau, et si jamais il y avait des blessés à nouveau, s'il y avait des exactions, des dégradations, on veut pouvoir savoir qui on couvre. S'exciter, les commerçants n'en pouvaient plus de leur terrasse un peu bousillée. On avait un peu peur aussi après de ce qui se passait dans la rue. Je ne veux pas qu'on en arrive à une petite station, on va rester une petite station. Et il y a certains sites qui doivent être protégés. Et on s'est dit, voilà, on ne va pas multiplier les gendarmes dans tous les coins, on va mettre un peu plus d'outils à leur disposition.
et des points de vidéo. Donc vous allez entendre un nombre de caméras, mais dites-vous bien que par point, il y a plusieurs caméras. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des tas de points de surveillance, je crois qu'il n'y en a que 5, que j'ai demandé, ou 6. 7 sites. 7 sites, voilà, 7 sites, mais qui, vous allez comprendre, qui sont extrêmement pensés et qui permettront justement, avec un maillage qui est fait avec Saint-Michel et dans la communauté de communes, d'avoir une vraie cohérence pour aider la gendarmerie qui a été vraiment dépassée l'année passée, et notre police municipale. Je t'en prie, Patrick. Voilà, donc ça c'est le premier paragraphe de aussi, il nous a paru opportun de mettre en œuvre un dispositif pour renforcer la prévention et la sécurité du centre-ville, le point d'activité de la commune. Je rajouterais peut-être aussi qu'on a eu quand même beaucoup de mal l'année dernière à faire à ce que les gens déclarent ou portent plainte auprès de la police. Donc ça, c'est un système aussi qui va aider dans ce sens-là. Donc la commune de La Faute-sur-Mer souhaite mettre en œuvre un système vidéoprotection avec la plantation de 7 sites. En réalité, c'est 5 sites plus l'entrée et la sortie du village. On a l'avantage d'avoir une seule sortie et une seule entrée, enfin 2. Donc on mettra une caméra qui sera en lecture de plaque à cet endroit-là, et puis 5 sites qui seront plus ou moins couverts, donc l'esplanade de la mer, l'avenue de la plage, le parc, le port et le port à sec. La réalisation de cet aménagement sera confiée à une entreprise spécialisée après consultation selon les règles de la commande publique pour un coût estimé aujourd'hui à 52 000 € hors taxe. Cette estimation pourrait éventuellement évoluer suivant les besoins en infrastructure, les mâts, les massifs et l'alimentation électrique. Donc le financement FIPD, qui veut dire Fonds interministériel de prévention de la délinquance, peut octroyer pour ces travaux en fonction de leur éligibilité dans le cadre de l'appel 2021 et mis en œuvre par la préfecture de Vendée. Dans ce cas, le dossier de demande de subvention prévoit un financement au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur de 50% maximum de la dépense. Si tout se passe bien, on pourra avoir la moitié de financé par ce fonds. Donc, par ailleurs, les diverses autorisations préfectorales sont nécessaires pour la réalisation de ce projet. Par exemple, on a déjà sollicité la gendarmerie qui est en train de nous faire un diagnostic de la délinquance sur la faute. Donc le conseil municipal décide, donc c'est pour ça qu'on vous demande de voter, d'autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune, d'autoriser monsieur le maire à déposer une demande de subvention FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour le financement de ce projet, études et travaux, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de ce projet. Donc, la présente délibération est mise aux voix. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Dispositif PC, pardon. Le dispositif PC central, il va se trouver où? La collecte des vidéos. Pas chez nous. C'est-à-dire que, soit bien clair, ce n'est pas un système que vous allez retrouver à Nice où vous allez avoir une salle où quelqu'un est derrière pour voir qui fait quoi, à quel moment, etc. On ne voulait pas ça. C'est vraiment un outil très structurant pour l'envisage comme ça, pour la commune, et l'exploitation, c'est la gendarmerie. C'est pas nous. Pour des recherches posteriori, donc, uniquement. Mais c'est ce qu'il faut, parce que si on condamne jamais, ça continue tout le temps. Le problème, c'est l'impunité. Le système pourra être vu, mais en aucun cas enregistré. C'est-à-dire que les enregistrements se font sur chaque. Il y aura, comme vous avez dit, 5 points, enfin 7 avec les autres, pour aller avec un ordinateur pour enregistrer les données. Il n'y a aucune possibilité d'enregistrer ailleurs. Ça, c'est quand même important. Les données ne peuvent être en plus enregistrées que sur réquisition. Il n'y a pas de. Donc on n'est pas dans la surveillance, hein, que ce soit bien clair. Non, réquisition de la gendarmerie. De la gendarmerie ou d'un officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une surveillance ou d'un flicage. C'est s'il y a des soucis, on dira aux gens il y a des caméras qui protègent, mais on n'est pas du tout dans la surveillance et dans le flicage. Il y a quelques années, le recours à ces techniques alors même si ce n'est pas de la surveillance, je viens de le dire, à ces techniques globales de veille, on va dire, était l'objet de débats. Et peut-être certains d'entre nous se posaient des questions sur l'équilibre entre la recherche de sécurité
et ce que d'autres pensent comme étant une atteinte aux libertés individuelles. C'était le débat qui prévalait il y a quelques années, on s'en souvient, il n'y a pas besoin d'être très ancien pour s'en souvenir. Visiblement, la sensibilité ou l'acceptabilité de ces recours aux yeux de la société a changé. Et elle a changé parce que la société en question, la nôtre, tu l'as dit, de la faute, est en face d'une montée de la petite délinquance, comme on dit. Les contacts que vous avez avec les gendarmes le prouvent. Et visiblement, cet élément pèse pour l'acceptabilité, y compris politique, car c'est bien dont il s'agit, et que dans ces conditions, je pense que le Conseil agit à temps dans un dossier qui est, encore une fois, qui a été sensible, mais qui s'impose de le prendre comme tel. Merci Jean-François. Est-ce qu'on a perdu nos connectés? Non. Non, bon, ok. Si on peut rajouter quelque chose, on a bien dit, le but c'est déjà de la dissuasion. Déjà que les gens voient qu'il y a des caméras, ça peut dissuader certains à ne pas faire de bêtises. Oui. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre en a une? Sandrine. Oui, alors moi j'avoue, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve très délicat. Ça fait un moment qu'on en parle. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai vu des documentaires, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet. Ce qui est étonnant, c'est que, alors moi, j'ai pas réussi à trouver d'études sur le bilan, sur s'il y a une diminution de la délinquance en fait quand on met des caméras. J'ai pas trouvé d'études depuis 2009. Et tous les articles actuels se réfèrent toujours à cette étude. Donc il y a quand même un manque d'analyse en fait de ce qui se passe. On note quand même, alors on vend en effet au village et partout en France en fait, il y a une explosion de la pose de caméras dans tous les villages de France. Après, ça ne fait pas forcément baisser la délinquance. Après, en effet, ça peut permettre, après, si ça se trouve, si on est le seul village qui n'a pas de caméra, c'est peut-être uniquement dans notre village que va venir la délinquance, peut-être. Mais moi, je pense que les caméras ne sont pas dissuasives, parce que si on sait où elles sont, de toute façon, on peut les éviter si on veut faire quelque chose. Et s'il n'y a pas une action de la police rapide, ça ne peut pas empêcher quelqu'un de se faire attaquer. Ça peut... du coup, moi, c'est vraiment un sujet pour lequel je suis assez inconfortable, en fait, je vous avoue. Je serais peut-être dans la minorité, mais... Enfin, à Nice, ça n'a rien empêché au niveau du terrorisme, au niveau des agressions. À Londres non plus. Donc, je comprendrais des points, par exemple vers le port, où là on peut surveiller la dégradation vers les bateaux la nuit. Ça c'est ce que je peux comprendre. Après, la surveillance des plaques d'immatriculation à l'entrée et à la sortie du village, je vois pas l'intérêt. Alors, je me permets de te répondre. Ouais. Tu as des arguments qui sont valables. Hein. Sur le sujet de est-ce que ça fait baisser la délinquance ou pas, je ne suis pas certain moi-même que ça fera baisser la délinquance. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la délinquance. On n'a pas du tout la prétention, avec 7 points de capture d'image, d'annuler la délinquance. Le sujet n'est même pas là, d'ailleurs. Le sujet est de se dire, est-ce que, à partir du moment où il y a une impunité totale, absolument totale, on l'a bien vu cet été, et nous, Dieu sait qu'on y a été la nuit, on voit bien qu'il y a un sentiment de liberté folle quand tu es en vacances dans une station balnéaire, où les gens, même des fois, qui ne feraient pas ce qu'ils font chez nous l'été, ils ne le feraient jamais chez eux. Le côté, il fait beau, il fait chaud, on est avec des bandes de copains, il y a un peu d'alcool, etc. On voit bien que ça leur permet de faire pas mal de trucs. Donc, ils continueraient vraisemblablement à le faire. Et les gens qui sont en délinquance ne sont pas forcément des truands ces soirs-là. Ce sont en plus, et on l'avait vu, des gens qui malheureusement sont des gens de famille qu'on connaît, où il n'y a pas de sujet de délinquance dans l'année. C'est l'alcool, c'est la désinhibition. Voilà. À partir du moment où ces personnes qui sont toute l'année, des personnes sensées, savent qu'à un moment donné, si on fait des bêtises, même si on cache son visage à la faute,
on se fera prendre. Alors, à quoi servent les caméras avec les plaques d'immatriculation? C'est que quand on fait une bêtise à la faute, on peut cacher son visage ou se camoufler pour ne pas être vu, mais on oublie qu'à Saint-Michel ou qu'arrivé à Luçon, on vient de faire une bêtise et là, on se fait prendre en photo avec le gros sourire et on sait qui a fait la dégradation. Ça sert à ça. Et en fait, l'idée n'est pas, je le répète, de fliquer, c'est que quand il y a des dégradations ou quand il y a vraiment des blessés, parce qu'on a eu des blessés cet été, c'est que celui qui a blessé ne soit pas impuni. Et le fait de savoir que celui qui a fait peut être puni, même s'il n'est pas à chaque fois, ça donne un signal. Voilà. L'idée n'est pas du tout, et je le répète, de faire baisser la délinquance parce qu'on va mettre cette caméra. Et ton argument de dire, je comprends au port à sec, je ne comprends pas un autre endroit, bah, dans un port à sec, c'est pareil. C'est pas parce qu'on va avoir une caméra que ça va empêcher un type de faire un port. À sec, d'ailleurs, c'était le port. Mais pas au port à sec, d'ailleurs, ça sera la même chose. Ça n'empêchera personne de faire des exactions ou de casser ou de briser. Par contre, le lendemain, quand il y repensera, il saura qu'il a été pris en image et qu'il risque beaucoup. Donc, c'est mieux. Moi, ce que nous disent, en fait, et notamment la gendarmerie, quand on téléphone pour porter plainte et qu'ils n'ont rien, absolument rien, ils sont dépourvus de tout. Il n'y a pas d'enquête. Quand on leur téléphone pour leur dire, voilà, il vient de se passer ça, les types sont partis, ils auront au moins un début d'enquête et un départ de leur enquête. Moi, c'est vrai que je serais plus, par exemple, pour payer 2 vigiles l'été qui font des rondes, en fait, et qui peuvent intervenir quand il se passe quelque chose. Ah ben ça, c'est le principe, est-ce qu'il vaut mieux des caméras ou 800 policiers, quoi. On peut pas mettre un policier là. Non mais même deux, ça servira à rien, ça fait rigoler. On voit bien que quand on a eu 17 gendarmes cet été, les 17 gendarmes se sont fait dépasser. On n'avait aucun moyen pour qu'ils commencent à développer une enquête. Et on leur a rien fourni. Et en plus, les hommes peuvent être blessés, pas les caméras. Thierry Politiquement, je pense que c'est pas une nouvelle chose par rapport à notre population de personnes âgées. Et je me demandais par contre comment tu prévoirais de communiquer au niveau de notre tech. C'est le newsletter. Là, il y a un bureau municipal. Il va être publié. La vidéo va être sur tous les sites, sur les réseaux sociaux. Eric est là. Il va évidemment en parler dans son compte rendu, j'imagine. C'est un système qui sera visible. Des gens qui viennent ne connaissent pas la faute. Pour que ce soit dissuasif, c'est une obligation. À l'entrée du village, ça va marquer. Village sous vidéo protection. Et à chaque point où il y a une caméra, ça sera également indiqué. D'accord. C'est une obligation. Et les newsletters vont faire le rebond, les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est pas non plus. Je vous donne un exemple. Un Talmont Saint-Hilaire, c'est 55 caméras. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Voilà, je veux dire, nous, on en met 7 avec 2 qui sont à des entrées de village. Qui servent, voilà. Ça veut dire que dans le village, il y en a 5. Il y a 5 points. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut avancer vers le vote? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, contre, une voix. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, merci pour cette délibération. Sixième délibération, c'est la vente complémentaire d'un lot de matériel au centre nautique. On en a parlé tout à l'heure. Donc, nos fameux 11 kayaks, 10 kayaks. Alors, donc, on a des types disco et puis on a 10 kayaks type piccolo. Et on a 8 vieux bics des années 72. On vend le tout au prix de 3 500 €. Et un lot de 3 kayaks type disco qui s'ajoute à ce prix pour un prix de 450 €, ce qui ferait qu'on pourrait se permettre de vendre notre lot de vieux matériel pour un montant de 3 950 €. C'est bien. Et donc, je vous demande de décider de vendre ce lot de matériel et de m'autoriser à signer tous les documents et établir les écritures comptables liées à cette délibération. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient?
Eh bien, merci. On vend nos vieux kayaks. Une délibération 7, c'est celle qui autorise la signature d'une convention de coopération tripartite entre la commune, la communauté de communes du Vendée littoral et GeoVendée pour la publication des données, de la data ouverte. Marianne, excuse-moi, je te laisse faire. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal d'une coopération entre la commune, GeoVendée et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour la publication des données ouvertes. Donc, considérant que la... Alors, je lis les articles peut-être, je vais lire les articles. Donc, Non. Considérant que la communauté de communes a adhéré à l'association GeoVendée, qui est un organisme extérieur qui administre une plateforme départementale en matière d'information géographique. Et considérant que l'ouverture des données publiques est une obligation pour les administrations qui consiste à mettre à disposition de façon libre et gratuite les données brutes produites ou reçues dans le cadre d'une mission de service public pour permettre leur réutilisation et la production, par exemple, de nouveaux services aux usagers. Considérant que la communauté de communes a adhéré au dispositif d'ouverture des données publiques proposé par GeoVendée en 2018 et qu'elle assure l'interface entre les communes et GeoVendée, donc les communes membres de la communauté de communes, et la dite association pour la mise en œuvre de cette accessibilité sur tout le territoire intercommunal. Le conseil municipal doit décider donc d'une convention de coopération tripartite pour la publication des données ouvertes et conclue entre la commune, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et l'association GeoVendée. Cette convention a pour objet donc la définition des modalités techniques et administratives dans lesquelles GeoVendée met à disposition des autres parties de la plateforme, donc c'est la plateforme qu'on appelle Open Data Vendée, pour permettre la publication de leurs données ouvertes. La dite convention prend effet à la date de la signature par la dernière des parties pour une durée de 3 ans qui est renouvelable tacitement pour des périodes de 1 an, sans pouvoir toutefois excéder une durée globale de 5 années. La convention s'exécute sans aucune contrepartie financière, et la commune doit fournir des données fiables et assurer leur suivi et la mise à jour grâce à des outils fournis par GeoVendée. Cette dernière doit publier ces données sur le site Open Data Vendée et fournir des statistiques de fréquentation et de téléchargement. La commune intervient dans le cadre d'une assistance et d'un conseil ou pour le contrôle de la fiabilité des données enregistrées. La commune conserve l'entière propriété des données publiées et GeoVendée n'intervient qu'en qualité de diffuseur de ces données. Donc, Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. Donc, la présente délibération est soumise au vote pour que vous puissiez vous prononcer sur cette convention tripartite. Alors, pour donner un exemple, ça peut être des données donc, de géoréférencement, par exemple, de tout ce qui est documents d'urbanisme, PLU. Ça peut être aussi pour un sujet que je connais, par exemple, tout ce qui va être les pistes cyclables, les sentiers pédestres, qui sont comme ça partagés donc, sur open source et que tout le monde peut se servir pour une utilité donc, publique. Voilà. Et ces données sont gratuites et ça, voilà, il y a de plus en plus de données que l'on peut partager. Donc, cette convention permet de partager sur l'ensemble du territoire communautaire, donc des 44 communes, grâce à GeoVendée, ces données de géoréférencement. Et l'engagement de fiabilité de la commune suppose que derrière, il y a des moyens humains mis en œuvre pour les assurer, ou on considère que, j'ai cru entendre qu'on avait un engagement de fiabilité de ce qu'on produisait, c'est-à-dire qu'on a un autocontrôle ici, comment ça s'organise? Je ne sais pas si c'est contrôlé directement par En fait, on est très très peu producteurs nous-mêmes de données, pour être clair. On en produit, j'en produis de temps en temps. Je fais de l'autocontrôle de mes données. En fait, j'ai produit pour l'instant une donnée brute qui est l'ensemble du plan communal de sauvegarde. Donc, ça veut dire que les points de rassemblement, par exemple, du plan, où se situe le poste de commandement central. Donc, cette donnée-là, elle a été préalable, une fois que je l'avais produite, elle a été visée par GeoVendée pour voir si les données étaient propres. Alors, une donnée propre, c'est une donnée sur laquelle qui est conforme au RGPD, voilà, tout ça, quoi. À l'inverse, je ne produis pas, par exemple, des données qui sont liées au réseau de voisinage, qui, elle, est une donnée sensible, et qui, du coup, ne pourrait pas être mise dans l'open data. Donc, ce n'est pas une donnée produite. C'est vrai qu'il y a une part d'autocontrôle, évidente. Peut-être que
la technologie qui impose la production de données, parce que produire une donnée entre guillemets géographique, c'est aussi avoir des connaissances sur l'utilisation d'un outil qui fait à la fois une donnée technique, je ne sais pas, des chiffres, des noms, des choses comme ça, et en même temps un référencement géographique, donc c'est l'association des deux. Dans les collectivités, il y a très peu de personnes qui peuvent produire de la donnée, finalement, et c'est souvent des spécialistes et qui sont sur des grosses structures. Par exemple, la Comcom est productrice de données sur un service spécifique avec ce qu'on appelle les géomaticiens, donc des gens qui font de la production de données. Il y a très peu de communes qui produisent de la donnée. En fait, on consomme énormément de données. Les communes sont des consommateurs. Mais tu as raison, la question se pose sur Si vous devez produire, sur sa fiabilité. Ouais. Ah oui, ça pose la vraie question. Ouais. Mais Géovonté, quand même, contrôle, pour certaines données qui arrivent à des communes, contrôle en fait les données qui arrivent. Et c'est eux qui donnent aussi le protocole de la rentrée de cette donnée-là. Oui, on a des cahiers des charges. Ce qui m'interpellait, c'était on s'engageait sur la chaîne de la je disais où était notre source sur le sujet. C'est vrai que j'aurais dû penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Autre délibération importante, je laisse Marielle poursuivre sur la création d'un conseil municipal des enfants. Oui, donc, car on n'est pas citoyen, mais qu'on le devient, Monsieur le maire a souhaité mettre en œuvre des actions en faveur de l'apprentissage de la citoyenneté. Et pour cela, il a proposé de créer un conseil municipal des enfants. Donc, ce conseil municipal est un outil en faveur de l'exercice de la citoyenneté et de la participation des enfants et des jeunes dans le cadre d'une politique éducative, jeunesse, de démocratie participative pour une collectivité. Donc, c'est en partenariat avec l'école. Il représente donc l'opportunité d'un dialogue en direct avec les jeunes et des élus locaux. C'est un lieu où les enfants, avec l'écoute et le soutien attentif des décideurs locaux, vont proposer des améliorations pour le territoire sur lequel ils vivent. Les propositions qu'on appelle le CME, Conseil municipal des enfants, jugées d'intérêt général, seront discutées et éventuellement réalisées par la commune dans le cadre de son budget et de ses orientations. Donc, les objectifs du conseil sont les suivants. C'est de permettre aux enfants et aux jeunes conseillers d'exprimer leurs idées et leurs propositions pour la collectivité, d'enrichir la politique jeunesse avec les propositions de jeunes conseillers, d'obtenir les points de vue des enfants conseillers sur les dossiers qui peuvent être traités par la collectivité, de sensibiliser les jeunes conseillers à la citoyenneté, de leur donner le goût à l'engagement et au débat. D'une manière générale, c'est de les intéresser à la vie publique. Donc, pour ce faire, il y a également la rédaction d'une charte du conseil municipal qui va définir les objectifs du conseil municipal des enfants, son rôle, qui va également établir des règles pour l'élection de représentants au sein de ce conseil, qui va également définir le fonctionnement du conseil municipal, c'est-à-dire la durée, la fréquence, et toutes les modalités d'accès pour les enfants donc, de la commune. Ça sera également de définir sa composition et puis l'organisation générale donc, du conseil municipal des enfants. Donc, le conseil municipal décide donc, de la création de ce conseil municipal des enfants et la constitution donc, d'une charte des enfants, avec donc, le conseil municipal des enfants et d'en informer le conseil municipal. Voilà, et donc on vous propose de voter pour la création de ce conseil municipal des enfants. Merci beaucoup Marielle. Avec Marielle, nous avons Marie-Thérèse, Patrick Collin, Nicolas, Colette. Nous avons reçu donc 5 garçons, 5 filles, ici même, avec les institutrices. Et voilà, on leur a exposé, je me suis permis de leur dire ce qu'était un conseil municipal des enfants. Nous avons été étonnés de voir qu'ils avaient déjà des projets, c'est-à-dire qu'ils ont déjà travaillé sur des idées, ils ont des vraies idées. Hein. Tout de suite, ils ont levé le doigt, se démonter un peu l'épaule parce qu'ils voulaient tous proposer leurs projets. Il y a déjà 2 équipes qui se sont créées, où il y a en tout cas 3 jeunes qui ont vraiment envie d'y aller à fond et qui ont leurs propres équipes. Je leur ai dit qu'on mettrait en place des élections avec les isoloirs, avec une urne. J'ai demandé à Jean-François Girard d'annoncer au Conseil des sages que je voulais que le Conseil des sages soit le régulateur des élections, hein, pour qu'on donne une solennité à ce moment qui est un moment fort pour eux.
Il y aura donc un maire et une mairesse junior, avec son conseil municipal. Ils auront tous des écharpes, ils contribueront à la vie de la cité, à leur vie à eux, à nous aiguillonner de temps en temps, à nous piquer un peu. C'est important qu'on mette en place cette dimension citoyenne chez nos jeunes, rapidement, qu'ils aient eux-mêmes la fabrication de leurs propres valeurs et de leur propre liberté. Je leur ai d'ailleurs rappelé que l'objet d'un conseil municipal, c'était d'être garant de la liberté. Et que c'était ce qui était le plus important pour eux, de construire cette liberté, qui ne se rendaient pas compte encore aujourd'hui, mais petit à petit, ils allaient comprendre ce que ça voulait dire. Et on a été surpris, tous ceux qui étaient là, de cette envie incroyable des jeunes qui ont des vraies idées. Et puis, je trouve que c'est sain pour l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Cyril? L'âge? Alors là, ce sont des enfants qu'on a reçus, nous ils sont plutôt CM, CE2, CM1, CM2. Oui, mais le conseil sera réservé à quel âge, enfin, pour les enfants de quel âge? Ah ben, c'est là, tout cela. Et donc, une élection d'1 an, hein, puisque 2 ans, on risque un peu de scléroser, ça va vite chez les jeunes. Hein, donc, c'est important de faire tourner et d'avoir des projets qui eux, puissent être annuels, pas pluriannuels. C'est pas... Les gosses, quand ils ont un projet, c'est tout de suite et maintenant. Donc, on pourra leur apprendre la patience, la régulation, mais pour autant, il faudra que cette génération soit moins encroûtée qu'à l'autre. Autre question, c'est quelque chose que tu estimes qu'il y a des enfants de l'école de la foot ou des enfants d'autres? Parce qu'il y a des enfants qui sont par exemple à l'école de l'Aiguillon, sur la foot, et à l'école de la foot, il y a des enfants qui habitent pas Vous n'êtes pas sans savoir que, alors là, il y a la tranche aussi, il y en a qui sont bons, etc. Donc pour l'instant, le cadre a été fait pour les enfants des écoles. Moi, j'étais parti sur des enfants de la faute. Et là, je ne parle pas de ceux qui vont à la tranche ou ceux, on s'en fiche, ceux de la faute. La définition pourra se faire là en sachant que moi, je pense qu'un enfant qui est fauté, même s'il va être dans une école ou autre part, doit pouvoir lui aussi participer à la cité de la fête. La condition Covid ne facilite pas la réunion des enfants. Voilà. Donc c'est un premier contact qui a été fait là avec l'école. Oui, parce que c'est là où doit être le noyau dur. Voilà, de le construire. Certainement. Mais c'est vrai que cette volonté-là est... Emmanuel? Seront-ils présents au conseil municipal avec nous? Non. Maire ou mairesse, pas du tout? Jamais. Non. Ils seront peut-être invités pour des séances importantes. J'imagine par exemple que le jour où on fera la séance qui emboîtera un pas actif soutenu vers la commune nouvelle, je pense qu'il sera intéressant qu'ils soient là, par exemple. Quand il faudra qu'ils soutiennent leur projet devant le conseil municipal en nous disant nous on a besoin de 432 € pour faire ceci ou cela, il faudra qu'ils viennent défendre leur bout de gras. Donc dans ce cadre-là. Par contre, attention, on ne confond pas les choses. Le conseil municipal, c'est solennel. Notre réunion ce soir, c'est la représentation de la démocratie et on nous a donné, les gens nous ont donné des voix pour porter un projet et ça se négocie pas. On ne s'amuse pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la question, madame. Pas d'autres questions? Quelqu'un est-il contre ce projet? Ça me rassure. Quelqu'un s'abstient-il? Eh bien, merci pour les enfants. Merci beaucoup. Autre délibération, la 9e, pour l'amélioration du parking de la Porte des Dunes. Alors, vous savez que la commune de La Flotte-sur-Mer a aménagé en 2018 un parking Porte des Dunes afin d'accueillir des véhicules légers. Et depuis cette date, il a été constaté plusieurs éléments. D'abord, le manque de stationnement sur les lieux d'attractivité, notamment des plages, du port et du golfe, qui, en raison d'une occupation importante par des véhicules de grand gabarit, les camionnettes, les camping-cars, mobilisent plusieurs emplacements. On a vu aussi le risque de pollution lié au vidange sauvage des eaux usées des véhicules de loisirs. Et puis, il y a un autre sujet qui nous préoccupe, c'est le potentiel de ce parking et sa faible fréquentation. Si après plusieurs échanges en bureau municipal entre nous et les discussions au sein de l'équipe municipale, il a été décidé de rechercher une solution qui permettrait de réglementer les stationnements autour du golfe, de la presqu'île, du port et des plages, de renforcer la qualité de l'offre de stationnement et de l'accueil des touristes itinérants, et de mettre en œuvre
cette offre de stationnement dans l'objectif de garantir la sécurité de la circulation et de l'environnement. Ainsi, pour le moment et à ce stade, je propose au conseil municipal de créer un groupe de travail qui permettra de répondre aux objectifs que je viens de préciter. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous ces éléments et garder le côté environnemental, ne pas choquer et que ce soit acceptable, les solutions qu'on pourrait apporter à la destination de cet espace qui n'est pas utilisé, qu'on n'en fasse pas d'un seul coup quelque chose qui peut être évident dans la manière de gérer par exemple les camping-cars, mais qui puisse être impactant au niveau visuel. Donc je voudrais, avant de prendre une décision définitive, que le conseil municipal crée un atelier dédié à ce sujet afin de très vite passer à la vitesse supérieure et de se mettre en mode solution pour cet espace qui, sincèrement, a une vraie valeur, mais n'est pas du tout utilisé. On parle du parking qui est tout en longueur, il est juste bitumé sur. Oui, il y a juste une toute petite bande, oui, et qu'on avait voulu rester complètement naturel pour éviter de l'imperméabiliser, parce que ça c'est insupportable. Et voilà, et il n'y a jamais eu personne sur ce parking, donc il y a des idées qui viennent tout de suite qui pourraient enrichir la commune, mais il faut que ce soit acceptable et que le conseil municipal porte ça d'une seule voix et d'une seule ligne. Voilà. Et donc plutôt que d'imposer un sujet dès maintenant, je voudrais qu'on le travaille vite, par contre. Hein, qu'on ne passe pas 8 ans à se dire ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai atelier, enfin comme on les a tous, hein, il y en a dans toutes les commissions. Et là, ça peut être porté à la fois par le tourisme, par l'environnement, ça peut être transversal aussi avec la sécurité, avec les travaux. Enfin voilà, faut que les conseillers ou les adjoints ou les conseillers délégués qui sont à la manœuvre, d'ailleurs tout le monde est à la manœuvre, sur ces sujets transverses, s'y mettent rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cet atelier ? Je parle de procuration, oui. Ah oui, il y en a un qui s'oppose, oui, effectivement. Il s'abstient ou il s'oppose ? S'oppose. Parce que c'est un atelier, hein, c'est pas. C'est qu'un atelier, donc. Ouais, il ne s'oppose pas à un atelier. Il ne s'oppose pas à un atelier. Voilà. C'est pas encore la création. C'est pas encore la création. C'est pas la création. Il s'opposera si on. Je pense. Voilà. Voilà. Ok, ça marche. Donc on est unanime sur ce sujet-là. Merci beaucoup. 10e délibération. Ah oui, c'est important. Je vous demande que vous m'autorisiez sur une réserve foncière dans le cadre de la convention qu'on avait passée avec l'établissement public foncier de la Vendée. Et je vous rappelle qu'en novembre 2014, on a, avec l'ancienne équipe, confié à l'établissement public foncier de la Vendée une mission d'acquisition foncière sur le domaine des Amourettes, qui est entre la route de la Pointe d'Arcet et l'avenue de la Plage. Non, le boulevard de la Forêt et la Pointe d'Arcet. L'intervention de l'EPF de la Vendée est parue à l'époque opportune aux fins de produire du foncier pour la réalisation des projets d'habitat et de tourisme de la commune. Conformément au périmètre de la convention qu'on a avec l'EPF, on a fait l'acquisition d'une parcelle, enfin de plusieurs parcelles, la 109, la 770, la 847 et la 867, qui sont situées route de la Pointe d'Arcet et dénommées Parc des Amourettes, pour la somme de, à l'époque, 2 073 000 euros hors taxes, qui nous permettait d'avoir une emprise foncière suffisamment conséquente pour imaginer de l'urbanisme dessus. Ce périmètre s'ajoute à ce périmètre, il s'ajoute, pour ceux qui se rappellent, 2 petites parcelles qui sont attenantes que la commune a acquises pour la somme de 63 000 et 67 000 euros hors taxes. Et en 2017, le nouveau plan de prévention des risques naturels qui nous a été imposé par l'État a modifié le zonage de ce secteur avec une perte sensible de la constructibilité, puisqu'on a perdu grosso modo 30% de la surface constructible sur cette zone-là. Cette même année, l'établissement public foncier a diffusé auprès des entreprises spécialisées un appel à projet pour l'aménagement de ce site. Pour être plus clair, est parti dans tous les sens de l'EPF, des teasers, pour aller chercher des opérateurs, des acteurs qui feraient à l'époque de la résidence service et qui pourraient se positionner sur cet espace. Cet appel à projet visait donc la réalisation d'un programme mixte qui comportait, si possible, une résidence service senior, une résidence tourisme type appart-hôtel, et ainsi que des logements locatifs sociaux. C'était
enfin, les trois pistes qui devaient sortir de ces recherches. Mais après 4 années de recherche par l'EPF, un porteur de projet a présenté un dossier de résidence-service de tourisme pour une démarche environnementale et paysagère très forte, très marquée. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui ne nous disait pas « ouais, je vous souhaite machin, etc. » Ce projet prévoit ainsi la réhabilitation des bâtiments existants en 9 logements. Je vous montrerai tout à l'heure. Est-ce que tu partages en même temps avec les gens? Je peux tenter ça. Voilà. Non, juste après, moi, ce que je finis là. Donc, il y a 9 logements, excusez-moi, il y a des bâtiments qui sont existants, et dans chacun de ces bâtiments existants, on pourrait faire déjà 9 logements très éco-environnementaux et très paysagers, dont 2 villas de grande capacité et un espace d'accueil et réception, ainsi que la réalisation de 16 lodges, hein, puisqu'on est vraiment dans l'écologe, et d'infrastructures qui seront nécessaires évidemment au fonctionnement de la résidence, avec une piscine, avec un parking, avec des aires de jeu, avec un centre de remise en forme. Donc là, je vous demande de vous retourner pour ceux qui ont dans le dos. Voilà, vous voyez, Eric, si tu veux, tu l'as dans le dos. On essaie de le partager aussi avec Sandrine. Voilà. Vous voyez, on réhabilite l'existant et caché dans les bois, dans la forêt, vous voyez des petits points, des petites emprises, à chaque fois avec un petit jacuzzi, une petite pièce d'eau, une petite tente, une petite terrasse où il y a à chaque fois 4 à 8 nuitées possibles. Donc pour un total de 72 nuitées, enfin je pense qu'on va arriver à 78, j'ai eu l'intervenant hier. On arrivera entre 78 et 80 nuitées possibles, puisqu'on n'a absolument pas aujourd'hui de possibilité d'accueillir des touristes. Hein. On n'est pas structuré pour ça. On n'a que Christophe Moquet avec son hôtel qui nous permet d'accueillir certains touristes, mais il est le seul. Et enfin, on va pouvoir avoir une vraie offre touristique à la Faute-sur-Mer. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'on sera vraiment à ce point-là les seuls du Sud-Vendée maintenant, puisqu'il n'y a pas d'autres projets dans le Sud-Vendée, c'est ahurissant, hein, de nuitées organisées. Donc, avec un centre de remise en forme, avec de la piscine, vous voyez, les écologes, avec à chaque fois une pièce d'eau pour chacun. Voilà. Alors, on est vraiment dans la nature, on n'est pas du tout on écrase la nature, on est dans le respect de la nature. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, je ne manquerai pas de vous y répondre. Le plan d'aménagement met en valeur les qualités du site et préserve notamment son caractère boisé et dunaire, donc il y a un vrai respect. Et l'offre d'acquisition des terrains s'élève aujourd'hui, l'offre que nous avons reçue, bon voilà, calme-toi là-dessus, comme ça on va finir là-dessus. L'offre que nous avons reçue s'élève à 1 400 000 € hors taxe, qui est l'offre la plus importante qu'on ait jamais eue depuis 5 ans. Puisque je vous rappelle, hein, les offres se baladaient entre 650 000 € et 850 000 €. Pour en plus avoir des propositions qui ne nous convenaient pas. Alors, cette formule d'hébergement qui est inexistante actuellement pour le public entreprise et groupe, hein, puisque c'est quelqu'un qui s'est vraiment axé, qui a déjà un établissement sur la Barre de Mont, qui est le pendant. C'est-à-dire que vous allez chez lui, vous dites, mais c'est la faute sur l'endroit, et je comprends pourquoi il a été attiré. C'est une ancienne, par exemple, les mêmes bâtiments, assez longs, c'est exactement la même chose. Nous y avons été avec Nicolas Mariel. Jean-François Dantou n'y était pas. Nicolas et Marielle, on y a été cet été, on a visité, et donc il a fait un truc super. Hein, c'est dans la même config, c'est-à-dire des bois, la mer au bout des bois, et de l'autre côté le village, donc exactement la même configuration. Et il reçoit en M12 sur 12 mois. Il reçoit des COMEX, des comités d'entreprise, des comités directeurs, des séminaires, etc. Où on est dans un espace génial, vraiment sympa, où on est cocooné, on peut se remettre en forme, et en même temps on peut développer son séminaire. Et en même temps, il ouvre à une clientèle très variée, hein, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec monsieur le préfet, qui me dit qu'il était fan de l'établissement de la Barre de Mont, du Sherwood de la Barre de Mont, et donc il est locataire, il y va lui avec son épouse. Voilà, donc on peut y aller. Nous, on a trouvé ça vraiment, vraiment sympa, très sympa. La formule d'hébergement, je vous le disais, est inexistante. On va s'axer vraiment sur des séminaires, mais aussi des réceptions de gens qui vont pouvoir arriver d'un peu partout. Il pourrait permettre la création de 7 emplois permanents et 7 emplois saisonniers. Donc on a 14 emplois dans la saison haute, avec un service de conciergerie en plus.
Et il a l'intention d'ouvrir sur cette emprise un centre de remise en forme dont il sera propriétaire des murs, mais qui laissera en exploitation à des professionnels. Il s'appuie sur les offres touristiques de la commune et de la communauté de communes du Sud-Vendée, de Sud-Vendée littoral, mais aussi du Sud-Vendée tout court, pour ses prestations de séjour, puisqu'il veut interagir avec les sports de glisse. On rappelle que on va vers l'olympisme avec notre skatepark qui va falloir recevoir nos équipes nationales pour l'entraînement. En tout cas, on va faire ce qu'il faut pour. Il y a la randonnée, tout ce qui est randonnée sur notre territoire, la nature, l'ornithologie. Il veut bâtir aussi autour du patrimoine bâti, du vignoble, du golf, puisque on ne peut pas aujourd'hui au golf développer les stages parce qu'on ne peut pas héberger les gens. Donc tout ce qui va être séminaire, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc là, on aura un vrai sujet. Il y a la gastronomie, il y a le cyclotourisme, puisque je vous rappelle que Marielle vous le confirme, on est à plus de 70 ou 75 000, 62 000. Je suis Marseillais. 62 000 en 2020, mais 2020. Bon, on a eu Covid. Mais 62 000 personnes qui passent sur la boucle quand même. Et je vous parle de la boucle de la presqu'île. On parle, c'est un compteur. 62 000 personnes qui pourraient, au lieu de passer, s'arrêter, dormir. Je vous rappelle que le cyclo-touriste, c'est quelqu'un qui a envie de bien dormir la nuit. Ce n'est pas que celui qui jette sa quechua pour, après avoir fait 60 ou 65 km. Il y en a qui les font, les 65 ou les 110 km par jour, mais qui le soir ont envie d'avoir un bon lit et d'avoir un moment sympathique. Donc voilà, on pourra les accueillir. Alors maintenant que je vous ai dit ça, le PF a bénéficié d'une subvention de l'État au bénéfice de la commune pour le portage foncier, objet de la convention de 2014. Une partie de cette subvention a été utilisée, si vous vous rappelez bien, pour le projet Podélia de l'avenue de la Plage, et après avoir ajouté au prix d'achat les frais de notaire, d'études, d'impôts fonciers, d'assurance et d'actualisation, le coût global de l'opération pour le PF laisse apparaître un déficit résiduel d'environ 416 000 euros. Je réexplique. On a 1 400 000 que nous offre un acteur. Nous avons 350 000 à peu près euros de subventions d'État qui sont fléchés sur ce sujet-là. Mais quand on prend toutes les dépenses qu'il y a eu, entre ce qu'on va recevoir, ce que le PF va recevoir et ce qu'elle a dépensé, ce que l'établissement public de la Vendée a dépensé, il manque 416 000 euros. Et donc cette différence devrait être supportée financièrement par la commune si rien n'était fait. Évidemment, la commune va solliciter des subventions auprès de la région, ce qui a déjà été fait. Des démarches ont été engagées en ce sens afin que le projet de la Flotte-sur-Mer soit éligible, évidemment, au plan de relance de la région Pays de la Loire. L'aide est plafonnée à 60 000 euros dans un cadre communal, mais peut atteindre 80% de la dépense si le projet fait l'objet d'un calibrage particulier par la communauté de communes Sud-Vendée littoral. Je répète, 80% du projet. Vous voyez où je veux arriver. Je vous demande évidemment, dans ce cadre-là, je demande au conseil municipal de confirmer que ce projet est conforme à nos attentes. C'est les parcelles que j'ai nommées tout à l'heure, la 109, la 770, la 847 et la 867. Je vous demande de les réserver à la société qui s'appelle, alors son nom juridique c'est West Holding Invest, et à la Banque des Territoires, dans l'attente de la... Ah oui, il y a la Banque des Territoires aussi qui est partie prenante, j'ai oublié de vous dire ça. Les dépôts et la Banque des Territoires, dans l'attente de la signature du compromis et de l'acte de vente, sous réserve bien entendu que les engagements qui ont été précités soient tenus, c'est-à-dire qu'on est bien les 1 400 000. Et de décider de me permettre, dans un premier temps, de réserver ces bâtis catastrés au bénéfice de cette société, West Holding, pour un montant d'1 400 000 euros hors taxe, de m'autoriser à solliciter la région Pays de la Loire et la communauté de communes Sud-Vendée littoral afin de bénéficier de l'aide prévue dans le cadre du fonds Pays de la Loire Relance Investissement Intercommunal, c'est le nom, c'est une subvention, de m'autoriser à solliciter toute aide financière auprès de tout organisme permettant d'obtenir une aide financière pour l'élaboration de ce projet, et de m'autoriser évidemment à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Alors moi, je vais juste parler. Parce que ça fait, et les copains le savent, ça doit faire 5 ans que je suis sur ce dossier. Et qu'on rame.
Et que le fait d'avoir quelqu'un de sérieux, qui respecte l'environnement, qui fasse quelque chose de qualité, avec de la remise en forme, avec des nuitées qui peuvent être offertes comme ça, les 72 à 80 nuitées, pour 1 400 000, qui est presque 2 fois ce qu'on avait. Voilà, c'était inespéré. C'était inespéré. Et je suis content que ces projets plaisent, que la région ait dit que pour sa part, elle allait accompagner. Évidemment, la communauté de communes va aller avoir. Vous savez ce que mon mandat dans la communauté de communes, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit fléché. Et je suis vraiment content qu'il y ait eu un acteur vendéen qui aime vraiment, cette parcelle, il est tombé amoureux de cette parcelle, qui vienne exercer ce qu'il sait très bien faire déjà à la Barre de Mont, puisqu'il a vraiment un background qui est plus qu'intéressant. C'est un passionné, c'est une équipe de passionnés, et s'il n'y a pas de questions, je vous demande, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que vous vous abstenez? Sandrine, je ne te vois plus. Sandrine est là ou pas? Ah, C'est là, Sandrine? oui, je suis là. Est-ce que je t'ai pas vu? Est-ce que j'ai demandé est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non? Donc merci, c'est une grande nouvelle pour la Côte-sur-Mer et pour le Sud-Vendée en général et pour le tourisme du Sud-Vendée en général, parce que enfin, on va pouvoir avoir un pit stop de qualité pour ceux qui viennent à la faute qu'on n'a jamais eu à ce niveau. Merci beaucoup pour la Faute-sur-Mer. 11e résolution, il y en a 14 hein, pour ceux qui... Voilà. C'est l'autorisation d'occupation du domaine public sur le parc pour une activité commerciale. Alors, la commune de La Faute a créé, vous savez, un parc de loisirs familiaux à la sortie du pont du Lay. Et afin de relier le parc avec la ville et les commerces, notamment les bars-restaurants aux abords du site, un aménagement spécifique a été réalisé sur l'accroche urbaine du parc. Vous le voyez, c'est cette esplanade et puis aussi cette voie qui est d'une autre couleur. Cette accroche propose un plateau piétonnier entre les terrasses existantes des établissements et l'entrée du parc, et la zone favorise et sécurise les circulations douces, tout en laissant la place aux voitures, puisque les voitures peuvent passer à 30 km/h, mais ce plateau se caractérise aussi par un traitement du sol, rappelez-vous, qui a été traité par un revêtement clair, type enrobé beige. L'accès au parc se poursuit par une esplanade piétonne, quand on continue, qui offre une belle vue sur l'ensemble des parcs, du parc et des espaces de jeu qui sont tout autour. Et cet espace, à l'abri de la circulation automobile, devient, et vous avez dû le voir, moi j'ai été étonné encore lundi et mardi, il pleut et il y a du monde partout, un véritable lieu de rencontre en entrée de commune, et grâce au prolongement des terrasses des restaurants et à l'accueil des marchands en période estivale, ça devient the place to be. En tout cas pour les jeunes, et les vraiment moins jeunes qui viennent voir les très jeunes qui sont là. C'est-à-dire que les grands-parents, les personnes âgées viennent au spectacle, voir les jeunes. Cette esplanade piétonne se prolongera jusqu'à l'actuelle passerelle piétonne, reliant la Faute-sur-Mer à l'Aiguillon-sur-Mer. Il y a de nombreux usagers qui sont venus et qui nous ont sollicité pour bénéficier de ce site, veulent bénéficier sur ce site d'un service professionnels de débit de boissons et de petite restauration. Voilà. Ce que disent les gens, ils disent bah, c'est sympa, mais si on veut prendre, quand on regarde les gamins, ou si on veut manger quelque chose, il n'y a rien. Pour répondre à ce besoin, la collectivité souhaite proposer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour qu'un professionnel en capacité d'offrir ce type de service puisse s'y installer. De plus, afin de maîtriser l'aspect esthétique du local et son mode d'occupation, nous souhaitons y associer la location d'un local technique, comme c'est le cas sur les plages. Et ce local sera habillé d'un bardage bois, assurant une parfaite intégration dans le paysager pour qu'on ait une homogénéité, on retrouve le bois qu'on a un peu mis partout. Et que ce soit vraiment sympathique et sympa à regarder, qu'on ait vraiment le plaisir des yeux qui continue. Alors, il y a des règles et des lois qui permettent les choses, et conformément à l'article loi L 2122-1-1 du CG3P, Code général de la propriété publique, c'est ça. Vous êtes gentil avec moi, mettez-moi des... C'est CG3P.
lorsque, donc la CG3P, je vous rappelle, c'est le Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet, lorsque le titre mentionné à cet article permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise elle-même librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Pour être plus clair, on fait une sorte d'appel au public, à projet, et puis on aura une grille de sélection. On a une grille de sélection. Cette consultation se fera sur une plateforme dématérialisée, selon un règlement précisant les modalités de candidature et d'analyse des offres, et qu'on analysera. La convention d'occupation prévoit une redevance d'occupation calculée sur les modalités suivantes. Je vous propose d'être dans l'équité de ce qu'on fait sur les plages, donc 3 500 € par an pour la mise à disposition du local, et 2% du chiffre d'affaires pour la mise à disposition du domaine public. On tape dans le chiffre d'affaires, pas dans le résultat. Ce qui oblige à une certaine gestion, je vois des sourires, mais ça, voilà, c'est-à-dire quand on tape dans le chiffre d'affaires, ça oblige à avoir des gens sérieux qui font gaffe à la gestion. Si on tape dans le résultat, on peut ne rien avoir. Voilà. Donc c'est un peu de business quand même, et il faut qu'on protège les intérêts de la commune, mais voilà, ça, on aura bien, j'en suis sûr. Je vous demande, vu l'arrêté préfectoral de 2018, que je ne vais pas vous citer, parce qu'il est très long, qui approuve la convention de transfert de gestion entre l'État et la commune de la Côte-sur-Mer, d'une dépendance du domaine public maritime, qui est notre espace, c'est 9,5 hectares pour l'aménagement d'un parc, je vous demande de m'autoriser à réaliser une consultation pour l'attribution d'une concession d'occupation temporaire du domaine public sur le parc selon les modalités que je viens de vous indiquer, d'approuver l'acquisition du local commercial associé à cette autorisation d'occupation, on va nous-mêmes fournir, de fixer le prix de cette occupation du domaine public selon les modalités. Donc, je vous rappelle qu'il y a un loyer annuel de 3 500 € et comptable dans le chiffre d'affaires à 2%, et de m'autoriser à signer évidemment tous les documents qui me permettront et vous permettront d'avoir cet équipement nouveau. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, deux questions, trois questions. Le temporaire, est-ce que c'est... Que veut dire le temporaire? Ça sera installé toute l'année? Oui. Dans le cahier des charges, c'est ce qu'on va mettre. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas... Pourquoi l'idée que je vous propose, c'est de fournir déjà le local. Ça évite d'avoir le routard qui vient avec son son truck pour faire de... Et le jour où il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Donc toi, tu te retrouves avec une offre qui n'est pas délivrée. Ça, je ne le souhaite pas. On voulait avoir vraiment quelque chose. Avec Nicolas, on avait parlé de ce sujet-là au niveau commerce. Alors, on s'était dit, il faut faire attention à ne pas se retrouver planté par quelqu'un qui va dire j'ai pas pu venir. Voilà. Donc, il fallait avoir la certitude de ça. Deuxième chose, on voit bien que la population, elle est là tout le temps. C'est-à-dire qu'en plein hiver, alors qu'il y a de l'école, etc., il y a du monde. Et il n'y a pas que les jeunes. Donc, on se dit, forcément, il faut que le service soit là, aussi à minima, pas toute l'année, peut-être pas en janvier, là ça m'a étonné qu'il y ait du monde en janvier, mais en tous les cas, les week-ends, il faut que ce soit là, toute l'année. On veut essayer. On sait très bien que si on arrive à faire ça, on va permettre de la population en plus grand nombre, et que tous ne voudront pas manger là-bas ou prendre un thé là-bas. Ça nous permettrait de pouvoir dire à nos commerçants, s'il y en a un, deux ou trois qui sont ouverts à côté de ça, d'un seul coup, on devient une centralité commerciale. Il faut juste qu'à un moment donné, on sorte de ce caractère extrêmement saisonnier à la Faute-sur-Mer. Mais ça, c'est l'ascension libre. Et voilà ma réponse pour te dire, dans la grille, on veut absolument que les critères de positionnement sur les ailes de saison, mais aussi sur les week-ends d'hiver, soient respectés. Il y aura un nombre de jours d'ouverture, il y a d'ouverture définie. Alors, nombre de jours d'ouverture définie, je pense qu'on va parler en saison, et puis après on va parler en week-end. Et puis si le gars il fait son beurre même en dehors des week-ends, il n'aura pas intérêt à ne pas ouvrir. Oui, mais on ne peut pas non plus. Voilà. Mais effectivement, l'idée c'est d'avoir vraiment un service long, en M12. Quoi. On installe, on ne monte pas et on ne demande pas. C'est dans l'esprit de ce qu'il y a à la tranche, sur la place de la tranche. Oui. Le kiosque. C'est exactement ça. Comme ça, les plaques.
et comme ce qu'on a sur les plages. Ouais. Cyril, tu avais une question? Non, c'était moi, mais c'est la même que Jean-Claude. C'est la même. C'est la même que Jean-Claude, c'est bon. Sandrine avait une question. Juste, pourquoi il a été fait le choix de faire 2% du chiffre d'affaires plutôt que de faire un loyer mensuel ou une évolution de loyer mensuel? Parce que ça permet d'avoir une sécurité, c'est d'avoir un acteur impliqué. C'est-à-dire que faire payer un loyer mensuel à un gars qui a de l'argent et qui va nous stocker, enfin, qui va faire du stock d'emprise en disant bah, moi je me réserve ça, je paye tous les ans un loyer, et je me dis que quand j'aurai envie d'aller travailler, je vais travailler, on se retrouve dans une situation où on a bien effectivement une rentrée pour la commune, mais on n'a pas le service rendu. Et donc je ne tenais pas à ça. Ah, d'accord, ok. Alors qu'avec un chiffre d'affaires, toucher au chiffre d'affaires, c'est quelque part s'assurer d'avoir quelqu'un de responsable. Mais ça peut pas le pousser à faire du black pour payer moins? Ça peut pousser, de toute façon, le black, alors là, De quoi voilà, il n'y a pas besoin de ça pour qu'il fasse du black. Ouais, non, mais là, ouais. Non, mais on aura, je l'espère, des gens honnêtes. Enfin, je veux dire, on peut toujours tricher, mais à un moment donné, si on voit nous, physiquement, toute la journée des gens qui arrivent et qu'à la fin de l'année, le gars nous dit cette année, j'ai fait 2 euros. On n'y croira pas. Alors, Ce qui est bien contrôlé, c'est de toute façon, tu auras quelqu'un qui sera resté dans notre entreprise. Forcément, il n'y a que ça dans le kiosque. Ouais, donc, une petite SARL, donc voilà. Sûrement ton entreprise. Hein, quoi. Donc, déjà, il déclare beaucoup moins. Pas sûr, hein. Au niveau de la sécurité. Le montant que ça peut prendre, vite atteindre le cap. Ah oui, non, moi, Cyril, 3 mois. Ah oui. 3 mois, Il y a des business factures. Ah oui. Bon, c'est un petit peu faire un bout. Sur un point, en fait, c'est une question qu'on s'est posée sur les plages il y a quelques années. À savoir, en fait, les plages aussi sont indexées sur le chiffre d'affaires en partie. Donc, c'est à peu près la même répartition, c'est 50% sur un fixe, 50% sur le chiffre d'affaires. Étonnamment, et pourtant, les plages, c'est un lieu qui pourrait se prêter à ne pas tout déclarer. Et ben, on est assez surpris parce que tous les ans, on reçoit en fait les bilans. Et les deux entreprises qui sont installées présentent des bilans qui sont très corrects et qui sont bien visés. Alors, je ne dis pas que tout passe à 100% parce que je ne suis pas là derrière pour vérifier tout ce qui vend et tout ce qui sort. Mais moi, j'étais agréablement surpris. Moi aussi. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois pas tout sûrement, mais je pense que je suis agréablement surpris puisque quand on l'a fait cette année, alors qu'on a vu les deux bilans arriver, je trouve qu'ils étaient assez représentatifs de l'activité qu'ils avaient. Et en plus, ils n'ont pas d'intérêt à se parler, etc. Et on voyait bien que c'était équilibré. Non. Alors, bon, on est tombé aussi sur des gens bien, hein, ça arrive. Hein, donc, non, je ne suis pas inquiet là-dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question avant que je passe au vote? Quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Merci. Donc on aura enfin, les gens vont être contents de quoi on pourra faire un appel à candidature. Voilà. La création pour le 12, c'est la création d'un service de police municipale commun entre les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et c'est le colonel. Oui, il revient sur la sécurité. Donc, dans le cadre de la mutualisation entre les deux communes, et compte tenu des aspects un peu géographiques et puis des mouvements de population, on a réfléchi et on pense que avoir 2 policiers sur les 2 communes, c'est mieux que d'avoir chacun son policier sur chaque commune. Voilà. Et donc, le but, il est là. Donc, les pouvoirs de police des maires de toutes les prérogatives de police municipale présentaient un intérêt à être partagés dans le cadre d'une meilleure gestion et organisation des services de police municipale des 2 communes. Aussi, les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer ont décidé de s'associer pour doter une police municipale commune qui sera compétente sur chacune d'entre elles. Ce service rayonnera sur les 2 communes de façon équilibrée afin de s'adapter aux enjeux de sécurité qui fluctuent sur la saison, les événements et l'activité maritime. Le local d'accueil et de centralisation du service sera basé dans la gendarmerie saisonnière, donc au bout de la place de la mairie, au bout de la place du marché, là. Donc 5 avenues de l'Océan, les équipements existants seront mis en commun. Une convention précisera les modalités de fonctionnement de ce service commun et notamment
Une commission mixte de sécurité sera chargée du suivi des activités du service commun de police municipale. Les agents de police municipale du service commun demeurent statutairement employés par leur commune d'origine et les conditions de statut d'emploi qui sont les leurs. Que les dépenses de fonctionnement et d'investissement seront supportées par à répartition équitable entre les deux communes, 50% chacune, et que la convention de mise en commun des agents de police municipale prendra effet le 1er mars 2021 pour une durée d'1 an et renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Le comité centre technique de gestion des communes de la Vendée a été saisi par courrier du 26 janvier en vue d'un avis de la prochaine convocation. Un arrêté individuel sera notifié à chaque agent concerné. Donc, le conseil municipal, si vous votez pour, décide par ce vote la création d'un service commun de police municipale entre les communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise en commun des services de la police municipale et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Il y a des questions? Bon, alors moi, juste pour vous dire que c'est quand même un pas important, parce que quand on met nos polices, on les fait travailler ensemble et qu'en plus on conventionne pour avoir une police multimunicipale, voilà, c'est un pas de plus vers la commune nouvelle et qui est, voilà, c'est pas simplement que symbolique. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste, est-ce que les policiers municipaux ont été consultés, ont émis des observations? Alors ça va même plus loin que ça. Ils étaient demandeurs. Alors nous étions demandeurs, mais ils étaient demandeurs, donc c'était la bonne surprise. Ils ont rédigé un début de convention et nous l'ont proposé pour que justement ils ont dessiné un peu des signes au mouton, quoi, hein. Donc le mouton à 5 pattes, ils l'ont fait eux-mêmes. Il y a eu un peu de correction en fait. Non, c'est une bonne partie Une grosse partie de la délibération, enfin du contenu des annexes de la délibération viennent d'eux. On a Adrien Rossignol qui d'abord a une bonne plume et qui connaît bien le droit et la loi et qui est très curieux de tout ça. Donc on a la chance d'avoir Adrien. C'est quelqu'un qui, je le répète, qui remplit sa mission et qui fait bien son boulot et qui va souvent au-delà de ce qu'on lui demande. Et puis, donc, les envies étaient là, et on en a, il y a un policier c'est l'Aiguillon qui en parlera, mais qui va peut-être pas rester. Et c'est en ligne déjà, alors c'est bon, alors je peux dire, je voulais bien dire, le policier de l'Aiguillon est attaché maintenant au service de la préfecture, donc on est en recrutement d'un nouveau policier. Voilà. Donc c'est plutôt bien parce que lui il va arriver justement, il n'aura pas à se poser des questions métaphysiques sur. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une envie. Ah, une super envie. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont seuls, ils sont en risque. Hein. À deux, c'est quand même mieux pour beaucoup de choses. Donc, et moi, ça me rassure. On a vu le comportement cet été, je reviens encore en boucle un peu là-dessus, de certains jeunes face à des gendarmes. Là, je parle de gendarmes. Je dis, un policier municipal tout seul. Pour ça, un 2 digits de plus, c'est de la rigolade. Hein, le pauvre gars, il se fait taper dessus. Donc, ils travailleront en binôme dans un même véhicule. Donc, alors, on va répartir, ils seront en binôme sur par exemple. Juillet, août, ils seront en binôme. Ils seront en binôme. D'accord. Ils seront en binôme l'été, et puis avec des missions dédiées, très, très focusées. D'accord. Sachant que l'Aiguillon prend un saisonnier. En plus. Ah oui, il y a ça aussi. Il y en a en plus. Ce qu'il faut noter, c'est un détail, c'est un aspect seulement, c'est l'affaire du cinémomètre. Ils sont tous les deux, ils se sont rapprochés, contribué à ce qu'on a voté par ailleurs, à l'usage partagé d'un appareil cinémomètre entre les deux communes. Ça les a rapprochés, ça nous a même à tous permis de mesurer l'utilité, l'intérêt et l'utilité de ce travail. Il y a une notion de sécurité. Il y a une notion de sécurité, j'en pense pas. C'est-à-dire que quand tu contrôles avec le cinémomètre, là tu augmentes ton exposition parce que forcément tu ne fais pas plaisir. Et un gars tout seul avec un cinémomètre, ça ne sert à rien, il faut qu'il soit deux. C'est-à-dire que si tu tombes sur un gars qui roule trop vite, à jeun, il n'y a pas de souci, mais le type qui se fait avoir et qui est un peu éméché, ça peut très vite dégénérer, donc autant qu'il soit deux. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment
où nous, politiquement, on engage des visions, on augmente la sécurité avec des outils nouveaux, on fait attention à ce que les gens ne roulent pas comme des dingues dans des rues où c'est à 30 et qui ne se baladent pas à 90. Il faut aussi qu'on mette nos policiers en sécurité, et pour ça, il était important que... Il y a bien d'autres raisons. Hein. Par exemple, on a des marchés, et c'est génial, on a des marchés qui ne sont pas les mêmes jours. Donc, les jours de marché, on aura 2 policiers, des fois, c'est important. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non, merci. Merci aussi pour... avant-dernier point, c'est le recrutement du personnel saisonnier. Vous savez que comme tous les ans, à cette époque, il y a la commune procède au recrutement du personnel saisonnier pour la saison estivale, telle que la liste que je vais vous indiquer. On a pour l'instant inscrit, hein, c'est pour les postes saisonniers 2021, les services techniques, le sport, le port et les plages. Donc, 2 animateurs techniciens pour le pilotage des animations estivales, pour une durée de 2 mois, à 35 heures par semaine, du 1er juillet au 31 août, pour, selon l'indice brut, 356. Jean-François Girard, tu me rappelles combien c'est le montant de l'indice 356? 1555,76 €, merci Jean-François. Et après, virgule combien? Virgule 76, comme tu viens de me le dire. Voilà, c'est le SMIC, hein, pour être plus clair. Non, c'est pas le SMIC. Le SMIC, c'est 1554,58 €. C'est vrai parce qu'il y a 2 indices et j'ai 3 points différents, donc je suis obligé de prendre l'indice qui est juste au-dessus. Voilà. Voilà. On a donc 3 agents techniques pour l'entretien général de la commune. Alors le CTM, le centre technique, le port, la plage, ils sont tous les 3 embauchés comme adjoints techniques 2e classe à l'échelle 2 pour 3 mois, à 35 heures par semaine, entre le 1er juin et le 30 septembre. Donc là, on est un peu plus long. À l'indice brut 356, qui est le même que ce que je viens de dire. On a 6 agents techniques pour l'entretien général de la commune dans les mêmes fonctions, mais eux, ils sont pour 6 mois, du 1er mars au 31 octobre. On a 8 surveillants de plage, nageurs sauveteurs, pour 2 mois, à 35 heures, à l'indice 356, du 1er juillet au 31 août. Donc ça fait 2, 3, 6, 8 pour l'instant. On a un surveillant de plage, nageur sauveteur. Là, il y a un bug. Pourquoi lui, il n'est pas au même indice? Parce que c'est le coordonnateur. Ah, c'est le coordonnateur, ok. Donc c'est un coordonnateur surveillant de plage qui, lui, c'est le patron, quoi. Ouais. Donc le taulier, lui, il est à l'indice 426. Alors là, par contre, je ne l'ai pas, je ne sais pas combien c'est. 1780 de mémoire. Merci Jean-François. Non, là, je ne sais pas, je n'ai pas de. C'est bon. Il est un peu plus payé que les autres, parce que c'est lui qui coordonne. Et puis on a un ASVP placier, hein, qu'on va prendre pour 6 mois, à 35 heures par semaine, entre le 1er mars et le 31 octobre, à l'indice 356. Donc on aura aussi un ASVP en plus, c'est-à-dire placier. C'est placier. Voilà. Là, il y a un bug. Si c'est placé, il y a un bug. Ouais, c'est les taux maximum, en fait. Non, mais c'est pas ça, c'est bizarre. Oui. Non, mais il y a un bug. Il faut changer ça, c'est pas 35 heures. Non. Voilà, donc vous voyez que grosso modo la saison ça fait 21 personnes, comme tous les ans on double les effectifs. Vraiment. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, puisque l'année dernière on avait le même tableau et on a réussi à n'en employer que 16 sur les 21. Ce qui nous a permis aussi de rationaliser nos dépenses RH et de faire quelques économies. Est-ce qu'il y a des questions? Le recrutement est lancé? Le recrutement va être lancé. Si tu votes. Non, mais si tu votes. bien sûr. C'est moi qui suis perdu aujourd'hui. Et des jours. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Moi le premier. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, donc quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Eh bien, merci, on va pouvoir recruter. Et dernière délibération, c'est un avenant à la convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale. C'est pour la forme, hein, puisque je rappelle qu'à l'Assemblée, une délibération a été prise le 18 mai 2018 afin de mettre en place une expérimentation du processus de médiation préalable obligatoire en matière de litige dans la fonction publique, que cette
cette délibération n'envisageait pas à l'époque que pour des tas de sujets, et notamment il y a la loi de programmation et de réforme pour la justice qui a reporté au 31 décembre 2021 la date limite de fin de cette expérimentation. Et donc, cette prolongation suppose la signature d'un avenant afin d'être entériné. Aussi, il est donc nécessaire que je vous demande de me permettre de signer l'avenant de la Convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale et je vous demande de m'y autoriser. Si vous avez des questions, Jean-François, avant que les questions soient posées, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Il y a une question de savoir si on a un retour déjà depuis le 18 mai 2018 à Tunis, je crois. Non, je crois pas. On a un retour? Non, je n'ai pas Non. de retour de Ah, cette d'accord. façon de gestion. Il y a très peu de médiations qui ont été faites et du coup, c'est pour ça qu'il va prolonger l'expérimentation. Voilà, donc j'ai le document à signer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un service gratuit. Oui. Qui est fait par des bénévoles. Ça. Oui, parce que tu sièges à... Non, je ne siège pas, mais. Non, je siège Tu ne sièges pas? pas. Non. Voyons. Non, je vais un peu direct, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas de questions? Donc quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Non. Donc, je vais pouvoir signer tout de suite ces documents. Il y a un autre point, hein. Ce n'est pas une délibération, c'est un prendre acte. C'est pour ça que je me suis permis de pas forcément parler tout à l'heure. C'est juste un arrêté municipal portant virement de crédit. On a des dépenses imprévues qui était au chapitre article 022 en dépenses, qu'on repasse en intérêt compte courant en positif pour 120,26 € au chapitre 66, article 6615, ça vous fait une belle jambe, moi aussi, et donc c'était juste, je suis obligé de vous le dire. C'est pas une délibération, mais il faut prendre acte qu'il y a, voilà, c'est comptable. Donc, nous avons fini le programme des délibérations. Est-ce qu'il y a des questions ou des sujets dont vous voudriez parler et qui méritent que la presse l'entende? Ça veut tout dire ce que je viens de dire. Voilà, c'est pris. Je suis pris avec Eric.